vous avez du linge sale, c'est le moment. Sud Radio, le 10h midi, les médias. L'invité du jour. L'invité du jour, c'est Alain Chamfort, le pape de la pop chic. Bonjour Alain Chamfort, bonjour, merci bonjour. d'être avec nous. C'est un documentaire qui vous est consacré ce soir sur France 3, à 22h50, c'est un peu tard. On a adoré ce documentaire, franchement, et c'est pour ça qu'on est ravis de vous avoir, parce que vous êtes quelqu'un de plutôt secret, plutôt discret. Alain Chamfort est un chanteur paradoxal, un homme réservé qui a bizarrement passé sa vie à se montrer. C'est ce que dit le début du documentaire. Pourquoi vous avez accepté Écoutez, parce que je trouvais il me semblait que l'intention de Laurent Fleischer, le réalisateur, était assez claire, elle est assez. J'avais vu des sujets qu'il avait traités précédemment, qui n'étaient d'ailleurs que c'était la première fois qu'il s'attaquait à quelqu'un de la chanson, ou même à un artiste, et je trouvais qu'il avait un regard très humain. Sur la plupart des choses qu'il traitait, avec une quête comme ça d'humanité. Et donc, ça, à partir du moment où je sentais que ça allait respecter cet aspect-là, je lui ai fait confiance. Alors, il y a des images rares, des témoignages rares, celui de Jacques Dutronc. Oui. Jane Birkin aussi, qui parle de vous. Mais c'est vrai que Jacques Dutronc, lui aussi, très discret. Il ne s'exprime pas souvent. Non, hein. il ne s'exprime pas souvent. C'est dire le lien qu'il y a entre vous. Les gens ne connaissent pas forcément. Oui, c'est-à-dire qu'on a passé du temps ensemble à une période où on était tous les deux très jeunes, parce que moi j'avais 17 ans et lui quelques années de plus. Et c'est des années qui marquent, quoi. Donc c'était en plus les années de sa reconnaissance artistique, où il est devenu, où il a connu ce plein succès et tout. Et puis il était très proche de nous, de ces musiciens, et on passait notre temps ensemble, en tournée, voilà, on vivait ensemble totalement, donc ça a créé des liens entre nous, même si après, avec le temps, on s'est beaucoup moins vus. Il en est resté toujours beaucoup d'affection. Quelque chose, la preuve, c'est qu'il a accepté de témoigner. Vous racontez notamment la scène incroyable, c'est que, on a eu peine à imaginer, c'est que vos parents demandent à rencontrer les parents de Jacques Dutronc, parce que vous êtes vous jouez des claviers pour lui. Me récupérer comme vos musicien. parents, et vos parents veulent aller voir. Et Jacques Dutronc raconte que lui, il est halluciné, ses parents sont hallucinés. Vous étiez présent. J'avais 17 ans, donc j'étais dépendant de mes parents. À l'époque, on était majeur à 21 ans. Donc, et alors, c'était quand même un pas à franchir assez important pour moi, parce que ça sous-entendait que je devais m'organiser pour poursuivre mes études. Mais vous vous rendez compte de l'évolution culturelle aujourd'hui, vous imaginez demander à rencontrer à 17 ans. Oui, c'était particulier, mais parce que mes parents n'étaient pas du tout de ce monde-là, et qu'ils avaient un peu envie, ils voulaient savoir de quel monde appartenait Jacques Dutronc, et la meilleure façon de le savoir, c'était de rencontrer ses propres parents. Donc ça a été un moment comme ça un peu particulier, mais tout le monde était charmant, et puis ils étaient rassurés surtout après, et qu'ils ont accepté que je fasse le pas de semi-professionnel, quoi. Voilà, continuer mes études et en même temps accompagner Jacques Dutronc. Alors dans le documentaire, on voit bien la première partie de vie d'Alain Chamfort et la seconde. Chanteur à paillettes. Voilà, et si on imagine qu'aujourd'hui les chansons sont marketées et qu'on fait des chanteurs des produits, ça montre qu'il n'y a rien de nouveau, puisque on voit qu'à votre époque, on voulait que vous soyez, c'était déjà le cas, et que vous deviez une chanson à Minette. J'ai pas réussi à voir dans le doc si cette période-là était plutôt une période heureuse parce qu'il y avait des choses euphoriques autour de vous, ou si vous étiez profondément malheureux. Ah non, j'étais pas profondément malheureux, bien entendu. C'est-à-dire que tout au début, quand le succès arrive et que vous êtes porté par le succès, et que vous pouvez d'un seul coup, vous avez une espèce de reconnaissance, de notoriété, et que vous avez un public qui vous acclame, etc. C'est extrêmement plaisant. Enfin, je n'allais pas renoncer à ça. Disons qu'avec le temps, on s'habitue à ce succès, et puis surtout après, on a envie qu'il soit sur une reconnaissance autre, quoi. Moi, le musicien qui était en moi, il était un peu frustré, donc j'avais besoin d'exprimer des choses un peu différentes. Et pour ça, il fallait que je m'écarte un peu de cette première influence qui était celle de Claude François. Il y a une phrase incroyable que vous dites, j'avais pas envie d'écouter mes disques. Mes amis qui venaient chez moi, ils n'écoutaient pas mes disques. Ils trouvaient que c'était des chansons à Minette. Ils avaient raison. Oui, c'était ça, parce que c'est des chansons fabriquées. Au départ, c'est des chansons qui étaient prévu pour être présenté et interprété par Claude François. Bon, puis voilà, il m'a fortement incité à les chanter moi-même. Je me suis laissé entraîner avec plaisir. Et, ce qu'il a regretté par la suite. Hein. Alors plus tard, il a un peu regretté, mais bon, c'est partie de sa nature. En même temps, il était paradoxal, plus que moi. On peut dire que c'était un vrai con quand même. Oh non. On écoute le doc, non ?
Oh non, Non, pas vous avez trop, peur de la non. tendresse par rapport Ah oui, à j'ai lui? beaucoup de tendresse pour lui. Oui, oui, c'est un personnage attachant, c'est un personnage qui était beaucoup plus tendre qu'on pouvait l'imaginer. Puis il avait un tel besoin d'exister. Oui, je veux dire, ça relève vraiment d'une forme de psychologie. Hein, Vous êtes un Pourquoi gentil garçon, vous êtes hein, allé Jean-François. vers lui? Pourquoi Claude François? Alors, pourquoi parce Claude François dans le doc, on voit bien, vous partez aux États-Unis, vous revenez et vous allez le voir lui. Bah écoutez, parce que j'avais décidé d'écrire des chansons, Ouais. et donc le but c'est qu'elles soient interprétées par les gens qui avaient du succès. qui avaient le plus de succès, voilà. Et donc puisqu'on a eu cette possibilité d'approcher Claude François à travers Vin Buggy, qui était son auteur attitré, voilà, ça a été une ouverture. Et puis Claude a été tout de suite très réceptif à notre travail. Et je travaillais à l'époque avec un garçon qui s'appelle Michel Pellet. Ouais. Et donc on a tout de suite intégré ces éditions, et il nous a engagés, il nous a signé en contrat. Enfin, ça a été très vite, quoi. Et donc ça aurait pu être Johnny, ou je ne sais pas, mais c'était tombé sur lui, quoi. C'est tombé sur lui. Allez, on se retrouve dans un instant. On est avec Alain Chamfort pour parler de ce documentaire, Le Pape de la Pop Chic. Vraiment, ne le manquez pas. C'est passionnant, c'est intéressant, parce que c'est aussi l'histoire d'une époque. Et puis, vous avez traversé quand même 50 ans. C'est 50 ans de carrière, 50 ans de chansons. Et c'est vraiment très, très bien. On se retrouve dans un instant. 0826 300 300. On est ensemble sur Sud Radio jusqu'à midi. En magasin, demandez conseil à votre opticien. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert. On est avec Alain Chamfort pour parler de qu'est-ce qu'il y a. Moi j'adore cette chanson. Bah oui, moi aussi j'adore cette chanson. Moi j'adore Trace de toi aussi. Bah il y a un paquet de chansons quand on regarde le documentaire qui vous est consacré ce soir sur France 3. Manu Reva, il y a Bambou, il y a Trace de toi, et puis moi j'adore le dernier album Micro-Sillon. Je trouve que c'est une chanson, franchement moi qui m'a fait pleurer quand je vous ai vu à Taratata en fait la chanter avec Juliette Armanet. Je trouvais qu'il y avait une émotion incroyable. Mais Manu Reva, je voulais qu'on en parle. Alors on va pas dévoiler le documentaire. Moi j'ai appris plein de choses, je vous connais bien, mais j'ai appris plein de choses sur vous et puis sur la chanson. Et Manu Reva, ça devait pas être Manu Reva au départ. Non, il y a une première. La musique a été composée dans un premier temps avec la collaboration de Jean-Noël Chaléa. Et puis à l'époque, on avait déjà fait un album avec Serge, avec Gainsbourg, et donc je lui ai naturellement proposé cette musique. Et voilà, il est revenu vers moi avec un texte qui s'appelait Adieu California. J'étais pas du tout convaincu, mais comme il fallait enregistrer. La maison de disques me mettait la pression et tout, donc j'ai chanté cette version en sachant qu'on passait à côté de quelque chose, et je trouvais vraiment que c'était pas satisfaisant. Donc j'ai continué à essayer d'inciter Serge à se remettre à sa copie, et puis un coup de chance, parce que le disque était fabriqué, le disque allait sortir, et vraiment, in extremis, il m'a appelé un soir en susurrant Manu Reva. Je ne savais pas du tout de quoi ça allait parler, mais la sonorité me paraissait totalement en adéquation avec la mélodie, avec la musique. Et ben après, quand il m'a expliqué que c'était le naufrage d'Alain Colas, etc., là, j'ai eu une petite réserve en disant oui, mais alors c'est un fait divers quand même un peu morbide. Est-ce qu'on va pas nous taxer de profiter, enfin, d'une actualité un peu difficile comme ça? Il m'a dit non, ce sera un hommage, t'inquiète pas et tout. Et puis c'est vrai que le lendemain, il m'a présenté le texte dans son intégralité, et j'ai réussi à récupérer l'histoire avec ma maison de disques pour qu'ils nous autorisent à aller de nouveau faire une prise de voix et mettre la première version au pilon. Voilà, il a eu l'idée au cours d'un dîner, c'est ça? Au cours d'un dîner, parce que Jane Birkin avait été approchée par Rick Guidel et son coéquipier qui prenait le départ d'une course, et ils demandaient à Jane d'être la marraine de leur bateau. Ils pensaient que ça allait leur porter chance, et donc ils ont dîné ensemble à cette occasion-là pour se rencontrer, et Serge était présent au dîner, et ils ont évoqué la disparition d'Alain Colas qui avait lieu l'année précédente, quoi. Voilà. Sandra nous dit, avec les artistes de maintenant, ça n'existera plus les longues carrières comme ça. Ah, bah écoutez, c'est très possible. Je sais pas. Aujourd'hui, en tout cas, c'est vrai que les choses sont dans la rapidité. On n'a pas le temps de s'installer, que déjà quelqu'un d'autre vous remplace. Enfin, et c'est vrai que souvent on demande une rentabilité très très rapide. Si c'est pas le cas, les maisons de disques n'insistent pas trop longtemps sur le même artiste. Moi, c'est un peu déplorable, mais c'est comme ça. Oui, quel regard vous portez sur les émissions comme The Voice ou La Nouvelle Star, où c'est un peu le seul endroit. Alors, il y avait
évidemment, il y a eu des radios crochets, des télécrochets à l'époque. C'est un peu la continuité de ça, finalement. Dans une époque où c'est plus intense, c'est plus fort, c'est plus inquiétant, parce que les gens sont projetés comme ça face à une notoriété qui les dépasse, parce qu'une fois qu'on est sur TF1 4 fois de suite à 20h30 le samedi, toute la France vous connaît, quoi, en gros. Donc c'est quand même violent pour ces jeunes artistes, avec beaucoup d'espoir entretenu, comme qu'ils deviennent un jour une star. Enfin, voilà, et finalement, il y a très peu d'élus à l'arrivée, donc il y a beaucoup de déceptions, j'imagine, et puis de traumatisme, parce qu'on n'en sort pas indemne de choses comme ça. Mais c'est un peu pareil qu'à votre époque, non ? Il y avait beaucoup de tubes d'un jour, et puis on voyait plus jamais. Il y a toujours eu ça, mais j'ai l'impression que c'était moins, l'exposition était moins forte et moins violente et moins reprise par l'ensemble des médias, etc. Oui, parce qu'à l'époque, on avait envie les réseaux sociaux aussi. On avait envie d'être chanteur. Eux, certains ont envie d'être connus, ce qui est deux choses différentes. Bah oui, mais l'époque produit ça aussi. Hein. Je veux dire, aujourd'hui, quelqu'un qui a beaucoup de followers a beaucoup plus de valeur que quelqu'un qui fait peut-être des choses plus intéressantes. Oui. Donc, faut vivre avec son époque. Et alors justement, dans le documentaire, on voit le moment où la maison de disques rend le contrat à certains chanteurs, dont vous. Et on sent qu'il y a eu une meurtrissure, parce que vous avez fait ce fameux clip où vous dites que vous êtes comme avec les cartons. Les panneaux, vous cherchez une maison de disques. Oui. Vous leur avez pardonné ? Mais écoutez, c'est-à-dire que moi j'ai pardonné aux gens qui sont dans ce système et qui n'ont pas le choix. Ils sont à la tête d'une entreprise qui a beaucoup évolué. Les maisons de disques dans les années 60 étaient entre les mains de gens qui aimaient la musique, qui étaient eux-mêmes artistes. Enfin, après, ça a évolué vers une gestion comme n'importe quelle autre entreprise, avec une obligation de résultat, avec une pression, eux-mêmes subissent des pressions énormes de la part des actionnaires. Enfin, vous voyez, on est dans le monde d'aujourd'hui, quoi. Donc, on fait pas de cadeaux. Ça marche, on garde, ça marche pas, on évacue. Enfin, voilà, mais c'est la même chose dans les médias, c'est la même chose partout. Oui, c'est une évolution de la société et les prix. Oui, Rémi. Et ce qui est étonnant, c'est que pour ce clip, vous avez obtenu une victoire de la musique. Oui, c'était quand même un pied de nez je dénonçais quelque chose. Et en même temps, je pense que les gens sont pas dupes. Les gens qui vivent ces situations, ils savent très bien les reconnaître. Ils savent très bien qu'ils sont dans ce monde-là aussi, qu'on partage tous, et que leur position est très fragile aussi. Moi, le garçon qui a été chargé de faire un plan social, en gros. Donc il a viré un tas de gens qui étaient des employés du label de disques, et puis ils ont rendu certains contrats qui leur paraissaient trop lourds aussi à devoir supporter. Et donc ils ont rendu des contrats, dont le mien. Moi, je l'ai exploité avec ce clip-là, mais il y a d'autres artistes qui ont subi la même chose que moi et qui n'ont pas rebondi dessus. Et après, ce garçon qui a fait ça le travail, il a été viré à son tour. Voilà, donc c'est comme ça. Finalement, vous trouvez que c'est un mal pour un bien, c'est-à-dire que vous avez une liberté plus grande. Alors, ça m'a donné l'occasion, pendant cette liberté, effectivement, de jouir de cette liberté et de prendre des risques que on m'aurait jamais accordé si j'avais été dans une maison de disques. Voilà, donc j'ai expérimenté des choses. J'ai fait un concert impromptu dans le Jardin du Luxembourg. J'ai fait l'Olympia avec des places à 5 €. Enfin voilà, je me suis lancé dans un tas de trucs. À se renouveler, à trouver bien sûr. idées et autre chose. Absolument, oui, c'est pas négatif. Il y a une phrase que j'ai trouvée formidable dans qui termine un peu le doc, c'est: le manque de reconnaissance par le plus grand nombre ne me donne pas l'impression d'avoir tort. Oui, c'est vrai. Écoutez, je pense que la quantité n'est pas forcément la preuve d'un intérêt particulièrement. Je sais pas. Il y a des auteurs qui ont été méconnus longtemps, des peintres aussi. Je sais, et leur travail était intéressant, même s'ils n'ont pas été reconnus de leur vivant. C'est pas. Voilà, donc ça dépend quelle course on fait dans sa vie. Si c'est juste essayer d'être en accord avec soi-même et de faire des choses qui vous correspondent, ou si c'est d'aller vers. Moi, je suis allé vers le plus grand nombre au moment où j'ai fait ces premières. À vos débuts, c'était les musiques commerciales. Et j'ai constaté que c'était pas totalement satisfaisant. Donc j'ai été beaucoup plus heureux. Et à quel moment se fait la bascule, en fait? À quel moment vous passez de chanteur à paillettes à chanteur? Ça a mis du temps, ça n'a pas été du jour au lendemain, mais je pense que l'association et la collaboration avec Serge Gainsbourg a quand même contribué beaucoup, parce que Serge avait quand même une aura. Enfin, il
il y avait une considération à l'égard de Serge qui, s'il acceptait de travailler avec moi, ça donnait le sentiment que je méritais un petit peu mieux. Quoi. Vous avez vu qu'il était admiratif, on voit un extrait dans le documentaire. Oui, j'avais déjà vu ça, c'était une récupération d'une archive. Quoi, mais... Oui, mais vous dites en réaction, ce qu'on voit ce soir, encore une fois, dans le documentaire, c'est que vous dites, je pense qu'il ne savait pas très bien qui j'étais. Non, mais c'est justement c'est curieux, le montage. Je trouvais ça bizarre. C'est le montage qui crée ça, parce qu'il y a une erreur, parce que il ne savait pas qui j'étais quand je suis allé le trouver. Ah d'accord, oui, c'est ça, parce que il dit tellement de bien de vous que je me suis dit, c'est bizarre. Ça m'a un petit peu aussi gêné, cette réaction, parce que elle n'était pas c'était pas logique par rapport à ce que... Voilà. Mais quand je suis allé le voir pour lui proposer de travailler avec moi, là, je sais qu'il me connaissait très peu. Et c'est Jen, en fait, qui a fait Jen Birkin, qui témoigne et qui raconte... Qui avait eu l'occasion de m'observer un peu davantage que lui, parce qu'on se croisait. Serge n'était pas dans la période la plus faste quand on a travaillé ensemble. Et c'était surtout Jen qui était visible, qui était dans les médias, etc. Et donc j'avais eu l'occasion de la croiser à plusieurs reprises. Et je pense qu'elle a su donner quelques informations sur ce que j'étais à Serge. Et certainement, ça a dû contribuer à ce qu'il accepte de travailler avec moi. Quoi. Vous écoutez quoi comme musique ? De tout ce que vous savez, un peu tout quoi. Moi alors évidemment j'ai eu l'occasion d'accumuler pas mal de choses avec toutes ces années, mais ça soit du jazz, j'écoute beaucoup de choses passées d'ailleurs parce que c'est des musiques qui font ressurgir pour moi des sentiments, des émotions qui ont été fortes. Donc j'aime bien les retrouver. Et puis dans l'actualité aussi, c'est important d'être curieux. Vous écoutez du rap quand même ? Je peux écouter du rap, je peux écouter des artistes, des nouveaux artistes de la scène française, Eddie De Pretto, Juliette Armanet par exemple. Juliette Armanet, bien sûr, Clara Luciani, enfin toute la nouvelle génération, parce qu'il y a des choses très bien. Vous l'avez vu le documentaire de ce soir ? Vous l'avez visionné ? Oui, Qu'est-ce que ça fait quand on se voit, quand on voit sa vie racontée ? Quel sentiment ça vous a... On n'est pas à l'aise, quoi. De toute façon, on n'est pas forcément très à l'aise parce que déjà, on a l'impression qu'on ne ressent que les défauts, quoi. On ne ressent que ce qui nous déplaît en nous, aussi bien physiquement que de la manière dont on s'exprime. Voilà, il y a quelque chose d'un peu dérangeant, quoi. Mais il y a de la nostalgie ou pas quand on voit un peu il y a des archives, il y a Gérard Louvain, on n'en a pas parlé. Il y a une séquence incroyable, Gérard Louvain qu'on connaît comme producteur et qui a été chauffeur de Claude François. Il y a une scène formidable à découvrir, mais non, pas de nostalgie. Non, vous savez, la vie, elle est comme ça. Ce qui est passé est passé. J'ai pas de nostalgie par rapport à ça. Non, je suis dans le présent. Et puis, je suis toujours curieux de savoir ce qui va se passer pour l'avenir. Quoi. Enfin, dans ma possibilité de créative, j'entends. En tout cas, très bel album, Micro-Sillon. On va en écouter un extrait. L'album s'appelle Le désordre des choses. Le désordre des choses est une des chansons de l'album. Passe ton doigt sur les micro-sillons autour de mes yeux, le long de mon front. Les aimeras-tu toutes les chansons que le temps a gravées au plus profond? Très belle chanson, puisque on joue sur les micro-sillons, les disques, et puis les micro-sillons, ce que sont les petites rides, voilà. En tout cas, que des compliments de la part de nos auditeurs. Magnifique, Alain. Il a la classe, donc écoutez, c'est gentil, ça me fait plaisir. Voilà, et donc regardez-le. Alors maintenant, on en a parlé hier, le replay, très important, parce que 22h50, parfois, c'est un peu tard, mais regardez le documentaire sur Alain Chamfort ce soir, le pape de la pop chic de Laurent Fleischer. Oui, le titre est très bon. Petit bijou. On se laisse porter. On se laisse porter. Merci beaucoup Alain Chamfort d'être passé par Sud Radio ce matin. On se retrouve tout de suite pour le 30 secondes pour convaincre. Sud Radio, le 10h midi, les médias. Vous avez 30 secondes pour convaincre. Alors Gilles, Valérie, vous savez qu'on est en plein débarquement et on est en train de on n'est pas célébrer. En plein débarquement. Non, mais je savais. Non, mais on vous a pris. C'était il y a seulement 75 ans. Faites-vous plaisir, allez. Donc c'était commémoration du débarquement. Voilà, exactement. Et évidemment, il y a eu les vétérans, mais les vétérans aussi américains. Et donc, le magazine Reporter, qui est chaque samedi sur France 4, a décidé... 24. J'ai dit France 24 ? Non, sur France 24. France 24, j'ai dit France 4. Non, France 24. Et sur Reporter, a été voir ces vétérans américains. C'est diffusé samedi à 22h10. On a téléphoné à Loïc Béourou, le directeur des magazines de France 24, et on lui a donné 30 secondes pour nous convaincre.
Alors ces hommes étaient évidemment très jeunes en 1944, entre 18 et 25 ans. Pour la plupart, ils n'étaient pas sortis des États-Unis, ni même de leur État américain. Et aujourd'hui, 75 ans après, évidemment, ils sont assez vieux, ils ont plus de 95 ans, même s'ils sont encore très très vifs d'esprit. Et c'est donc indispensable aujourd'hui de recueillir leurs derniers récits. Ils racontent la peur au ventre, leurs camarades qui tombent à leur côté, l'accueil des populations françaises, enthousiastes, et aussi, c'est plus rare, l'immense vide qui s'est emparé d'eux à leur retour, la culpabilité d'être vivant. Aujourd'hui, on appelle ça un choc post-traumatique. À l'époque, c'était tout simplement de l'héroïsme. Alors, donc France 24 à 22h10 samedi. Alors, les pronostics, on va jouer avec le match de foot. Dites-nous, vous aussi, si vous voulez, réagissez sur le Facebook Live. Combien de personnes vont regarder, combien de téléspectateurs pour le match de foot? Allez, moi je pense que c'est l'ouverture et tout. Je pense qu'il y aura 5 quand millions. même... Oui, 4,5 millions, moi je pense. Oui, en moi, dessous des 5 millions. 5 millions. Moi, je dis monsieur. moins de 5 millions aussi. Mais c'est pas Patrick ça, Roger a parié beaucoup plus. Mais c'est pas ça le carton de Rémi C'est quoi qu'on va avoir. C'est Raphaël Nadal contre Federer. Ça va être un énorme carton. Ouais, Oui, cet et puis après-midi. surtout, le match de foot, il se termine et puis on peut juste regarder le documentaire. Évidemment, sur Alain Chamfort. Sur Alain Chamfort. Absolument. Merci à vous. Dans un instant, Gérard Collard arrive avec ses livres. À tout de suite.